Charles Milliard, vous êtes le directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. La fédération, connue également sous le nom de la FCCQ, est active depuis 114 ans et représente les intérêts de plus de 50 000 entreprises partout à travers la province du Québec. Charles Milliard, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Bonjour Antoine, merci à toi. Et Charles, avant de parler plus en détail de la fédération, est-ce que c'est possible pour toi de nous expliquer en détail ce que fait la FCCQ au quotidien? Globalement, rapidement, la Fédération, en fait, est une organisation qui est là pour faciliter le développement économique du Québec et de ses régions. Alors, c'est la raison d'être qui fait que ça a été créé en 1909, justement. Et si j'essaie de résumer, en fait, on fait 4 choses. On fait des relations gouvernementales, on fait des événements, on a des services de soutien aux entreprises et on est aussi une voix qui représente les employeurs sur des instances officielles au gouvernement du Québec et du Canada. Donc, c'est le pont parfait pour les entreprises qui veulent, au final, avoir leurs intérêts qui sont défendus. Et Charles, bon, tu l'as mentionné, 1909, 114 ans maintenant. Toi, de ton côté, j'ai été capable de voir que tu as rejoint l'organisation juste avant le début de la COVID, donc en janvier 2020, pour piloter la direction du groupe. Au final, quel a été ton diagnostic à l'arrivée? Est-ce que la stratégie en place était la bonne pour continuer à faire véhiculer le message, à s'assurer de la pérennité de la mission de l'organisation? Ou d'un autre côté, tu devais faire des changements? C'est une excellente question parce que effectivement qu'une organisation qui a 114 ans a dû se réinventer plusieurs fois. À l'époque, c'était un regroupement de 13 chambres de commerce, largement anglophones, je dois dire, au début du 20e siècle. Et la Fédération, pour la petite histoire, c'est créée entre autres pour favoriser l'instruction obligatoire, le déblaiement, le déneigement des routes au Québec. Alors, on pourrait dire qu'on n'a pas encore fini le travail si on était mauvaise langue. Mais sans blague, l'entreprise a vraiment grandi jusqu'à devenir le regroupement qu'elle est aujourd'hui avec 125 chambres de commerce et des membres corporatifs aussi, parce que on n'utilise pas le vocable là, à des fins pour éviter la confusion, mais on a aussi la Chambre de commerce du Québec, donc avec près de 1200 membres corporatifs qui sont membres de la Fédération. La Fédération a été de tous les combats pour favoriser un climat d'affaires agréable et fertile depuis toutes ces années-là. Alors, la stratégie, elle était loin d'être la mauvaise, en fait. Ce qui est arrivé, c'est que la pandémie a créé des opportunités et avec mon équipe de direction, on a pris la décision de sauter à pieds joints dans l'expansion, je vous dirais, des activités de la Fédération. Alors, on a toujours été très, très présent en région. Et ce que j'ai voulu faire, moi, c'est vraiment de sortir du bureau et d'aller à la rencontre des membres. Évidemment, j'ai été stoppé par la pandémie dans les premiers mois. Mais rapidement, suite à la fin de la pandémie, on est vraiment sorti, on a sorti nos valises, on est parti à la rencontre des Québécois, des entrepreneurs partout au Québec. Et ça nous a donné une visibilité intéressante, puis ça a, je vous dirais, solidifié l'équipe du réseau de chambres de commerce. Parce que les chambres de commerce au Québec, c'est un groupe qui est assez diversifié. Donc, évidemment, il y a des très grandes chambres, comme la chambre du Montréal métropolitain, exemple, qui est membre de la Fédération. Et tu as des chambres qui ont des employés à temps partiel qui travaillent 2-3 jours semaine dans des petites régions, petites localités. Mais quand tous ces gens-là s'unissent, ça fait une voix privée qui est très, très forte dans les régions du Québec. Et c'est ce qui attire autant les gouvernements. C'est-à-dire que quand ils nous rencontrent, on a pas seulement l'impression, mais on peut dire qu'on a pris le pouls de l'ensemble des régions du Québec. Alors ça, on a toujours préservé ça. En même temps, on s'est dit, depuis 114 ans, on fait des relations gouvernementales, on critique, on propose des choses aux différents gouvernements. Mais pourquoi on se relèverait pas les manches aussi, puis on travaillerait pas à faire le Québec de demain qu'on souhaite? Alors, c'est là qu'on a décidé de développer, et c'est ce qui explique une grosse partie de notre hyper-croissance, pour faire un lien avec le podcast. C'est cette création-là de plusieurs programmes de soutien aux entreprises qu'on a fait avec la collaboration des gouvernements. Alors, on a différents programmes qui nous permettent de mettre l'épaule à la roue pour améliorer les conditions des entrepreneurs au Québec. Alors, entre autres, on a un programme pour avoir des stagiaires dans des entreprises. On a un programme pour favoriser la régionalisation de l'immigration,
pour rapprocher des gens qui sont traditionnellement éloignés du marché du travail. Donc des personnes judiciarisées, des personnes avec un handicap, évidemment des gens qui viennent de différents bassins de l'immigration ou culturelle. Et on a aussi un programme qui permet aux entreprises d'adopter des pratiques numériques plus rapidement. Donc, le programme canadien d'adoption du numérique, où on donne des subventions aux entreprises avec le concours du gouvernement fédéral pour numériser les activités des entreprises, développer leur site web. Donc, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on ne fait pas juste parler, on agit aussi pour améliorer la situation entrepreneuriale au Québec. Ce qui est très important d'ailleurs. Et bon, Charles, la raison d'être d'une chambre de commerce habituellement, c'est plusieurs choses. Tu l'as mentionné, aider des membres à se rencontrer. La force du réseau reste un élément important si on veut développer nos affaires, défendre les intérêts communs, aider les membres. Et ce qui est très intéressant dans tout ça, dans ce que tu nous as dit, c'est que tu es allé à la rencontre physique de vos membres. Et parmi les différents points que je viens de te mentionner, lequel sens-tu que le plus d'importance chez vos membres? Quelle est la raison spécifique qui fait en sorte que les gens aiment tant la FCCQ? Alors, je pense que plusieurs raisons. Premièrement, on a une visibilité médiatique, politique qui rend l'engagement du réseau important. Deuxièmement, pour les chambres de commerce, ça peut être aussi une source de revenus de participer aux activités de la fédération parce qu'on a vraiment une fonction de redistribution, si on veut, de la richesse de la fédération. Donc, comme toute fédération, on chapeaute un peu les organisations, mais on veut que nos membres fleurissent puis grandissent tous ensemble. Les chambres de commerce, pourquoi c'est important? C'est parce que on est entouré, je ne vais pas dire envahi parce que c'est négatif, on est entouré d'organisations, d'organismes qui sont publics, parapublics, parapublics, un peu partout au Québec. Et c'est important d'avoir des organisations qui sont privées, qui défendent les intérêts des entrepreneurs, des employeurs au Québec. Et nous, on le fait dans une perspective régionale. Il y a d'autres joueurs aussi qui existent. Nous, notre spécificité, justement, c'est d'aller chercher les enjeux régionaux puis de les amener sous les projecteurs nationaux, si on veut. Mais quand une entreprise décide d'être membre d'une chambre de commerce, c'est parce qu'elle reconnaît, je pense, qu'une chambre de commerce, c'est un carrefour. Donc, c'est un carrefour d'influence, c'est un carrefour d'information. Évidemment, c'est un carrefour de réseautage aussi. Donc, nous, on aime bien dire que la chambre de commerce locale ou régionale, c'est la porte d'entrée de l'entrepreneuriat. Donc, quelqu'un arrive dans une région, le réflexe, s'il veut s'ouvrir une entreprise, être dans la communauté d'affaires, c'est d'être membre de la chambre. Premièrement, il va voir du monde. Deuxièmement, il va voir des projets passer. Puis, il va pouvoir avoir une voix pour influencer le jeu local, le jeu régional. Et ce qu'on essaie d'amener aux chambres de commerce, nous, c'est la recette de la FCCQ, on veut la reproduire 125 fois, dans le fond. C'est-à-dire qu'on veut que les chambres deviennent pas juste des boîtes événementielles, mais aussi des boîtes de relations gouvernementales. Alors oui, des galas annuels, oui, des tournois de golf, oui, des déjeuners conférences, oui, du coaching, mais aussi critiquer le travail des gens à la MRC, avoir une opinion sur le budget de la municipalité, essayer de créer la nouvelle en amenant des idées pour améliorer la situation dans les centres-villes, dans les cœurs de village. Alors, on veut que les gens deviennent des porte-paroles d'affaires, en plus d'être des organisateurs, si on veut. Bien sûr. Ça fait énormément de sens. Charles, un des points qui est excessivement intéressant quand on parle à des dirigeants comme toi, c'est l'intelligence du marché. Vous parlez à tellement de gens, vous voyez tellement de choses que vous êtes capable de donner sensiblement le tempo de ce qui se déroule au Québec. Il y a quand même 50 000 organisations qui font partie de la FCCQ. Bon, il y a plein de choses qui se sont déroulées dans les dernières années. Le Québec a été mis sur pause, comme on le sait, pendant quelques mois, plusieurs fois, plusieurs fréquences. Pendant la COVID, il y a eu de l'injection de capital qui a été mis dans l'économie. Ça a aidé certaines organisations. D'autres ont eu plus de difficultés. On a vécu une dernière année avec énormément d'inflation. Tout le monde parle. Y a-t-il une récession? Y a-t-il pas une récession? Moi, je serais curieux. Sur le terrain, les membres, comment sentent-ils l'économie actuelle du Québec? Est-ce qu'on est dans un endroit qui est
intéressant ou d'un autre côté, les clients, les consommateurs sont plus difficiles à aller chercher? C'est difficile de résumer cette vaste question, mais néanmoins, je pense que durant la pandémie, ça a été très difficile, évidemment. On a manqué de clients, on a manqué de staff, on a failli manquer de produits aussi avec la grève au port de Montréal, exemple. Donc, on dirait que tous les éléments constituants d'une entreprise ont été mis à rude épreuve dans les dernières années. Par chance, et c'est un commentaire apolitique, il y a eu des gouvernements extrêmement présents puis interventionnistes dans le sens positif du terme, parce que oui, ça existe, qui ont permis de sauver la mise à plusieurs égards. Ceci étant dit, on ne peut pas avoir une économie qui est sur le respirateur artificiel puis qui vit de subventions puis de prêts pardonnables, vous appelez ça comme vous voulez. On doit avoir une économie qui s'approche d'un certain libre marché, c'est-à-dire qu'on crée des conditions favorables comme gouvernement pour réussir. Les gens qui sont intéressés par l'aventure y mettent le temps, leur effort, parfois leur santé physique et mentale, prennent un risque et en récoltent les bénéfices ou pas. Alors, il faut qu'on retourne tranquillement à ça, parce que sinon, il va falloir augmenter les impôts. Et je pense pas qu'il y ait un appétit autant pour tes auditeurs que pour la population en général. On est déjà une des sociétés les plus lourdement imposées. Alors, on doit utiliser avec parcimonie l'argent du gouvernement. Donc, il faut pas compter que sur ça. En même temps, il faut créer des conditions gagnantes, je l'ai dit tantôt, pour que les gens aient envie de se lancer dans une entreprise ou en affaires. Et force est de constater qu'au Québec, c'est plus compliqué qu'avant de faire des affaires au Québec. Alors, on parle... Pour quelle raison? Parce que, entre autres, le fardeau administratif. Alors, je sais que souvent, il y a beaucoup de gens qui nous entendent parler du fardeau administratif, puis j'entends des gens nous dire « Ah, les pauvres entreprises ont des formulaires à remplir. » Mais écoutez, c'est un parcours du combattant de se partir en affaires et de respecter toutes les exigences et les formulaires et les redditions de comptes. On serait surpris de voir le pourcentage de temps que les gens passent à faire vraiment ce qu'ils voulaient faire en se lançant en entreprise versus tout le reste. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir une société free for all où il n'y a pas de reddition de compte, mais on doit s'approcher de la règle du 1 pour 1. C'est-à-dire que quand on ajoute une dimension réglementaire ou administrative à un entrepreneur, on doit en retirer une autre. Et il y a des besoins d'allègement réglementaire au Québec. Je pense à plusieurs secteurs, dans le secteur des ressources naturelles, entre autres. Je pense à toute la question de la santé et sécurité au travail. Donc, il y a une grande réforme qui se fait en ce moment. Tout le monde est en faveur de plus de santé et sécurité au travail. Mais comment on balise ça correctement et qu'est-ce que ça demande comme implication aux entrepreneurs? Alors, tout ça pour dire, et là, on n'a même pas parlé d'immigration. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle éventuellement, mais on doit demeurer attirant pour les gens de l'extérieur du Québec, que ce soit les employés, que ce soit les investisseurs. Et on a des règles du jeu qui sont un peu différentes au Québec, entre autres à cause de la langue française. Et c'est un point extrêmement important, mais on doit s'assurer, on doit être obsédé à garder un profil intéressant pour les investisseurs et les employés parce que le marché il est extrêmement compétitif. Et le Québec, on a beau être bien fin, bien fier, d'avoir plein de beaux artistes, d'avoir plein de belles choses. Souvent, on a de la misère à suivre la compétition parce que on s'enfarge dans les fleurs du tapis. C'est totalement vrai. C'est très intéressant. Et dis-moi, parce que, bon, tu as parlé un petit peu d'immigration et je pense que ça fait écho au prochain point, la prochaine question que j'aimerais parler avec toi. Les employés, la pénurie de main-d'œuvre, on l'entend beaucoup, ça, qui est relié à beaucoup de points que tu viens de mentionner, c'est-à-dire on est au Québec, on doit être en français, on doit avoir certaines exigences. Maintenant, on n'est pas autant ouvert qu'avant au niveau de l'immigration, ou du moins, les termes utilisés sont peut-être pas autant intéressants, j'ai l'impression, pour un expatrié de venir au Québec qu'il pouvait l'être avant. Ça met des bâtons dans les roues des entrepreneurs. Pour une société qui, économiquement parlant, reste sensiblement en ébullition. On parle d'une crise économique, d'une récession au moment où on se parle, mais les taux de chômage sont en bas du plein emploi. OK? Donc, moi, j'aimerais t'entendre ici sur ce que tu entends, toi, de ton côté avec les membres.
la pénurie de main-d'œuvre, avoir de l'aide de l'externe. Est-ce que ça, c'est un thème qui revient beaucoup? Bien sûr, c'est certain que ce qui est le plus difficile en ce moment, c'est de se constituer des équipes pour réussir en affaires. Alors ça c'est pas évident, mais ça fait partie de la prise de risque. Alors moi, j'ai pas nécessairement pitié là, des entrepreneurs qui ont cet enjeu-là. Ça fait partie du jeu. Ceci étant dit, il y a plusieurs leviers à actionner. Et le problème de la pénurie de main-d'œuvre, c'est que premièrement, c'est devenu un débat avec un certain nombre de raccourcis politiques et médiatiques où tout le monde essaie de faire un effet en parlant de ça, alors que la réalité, c'est qu'il y a plusieurs leviers à actionner et la façon de réduire la durée de la pénurie de main-d'œuvre, c'est d'actionner tous ces leviers-là en même temps, de façon progressive. Et Alors, quels sont-ils? je pense à 4 principalement. L'immigration, les travailleurs expérimentés, les investissements en innovation pour augmenter la productivité et la requalification de la main-d'œuvre. Je pourrais ajouter les personnes éloignées traditionnellement du marché du travail, les membres des communautés autochtones, les personnes avec un handicap, les personnes judiciarisées, les jeunes, dans une certaine mesure, qui sont des bassins de population qui sont en dessous des moyennes au niveau du travail. Alors, on peut les prendre un par un, mais un des points évidemment importants, c'est la question de l'immigration. Donc, on va être dans les prochaines semaines dans les consultations pluriannuelles sur l'immigration pour le Québec. Alors, plusieurs dizaines de groupes ont demandé à se faire entendre. On sera là, entre autres. Ce qui est important de voir là-dedans, c'est qu'on est dans un écosystème Canada-Québec. La dernière fois que j'ai vérifié, le Québec faisait toujours partie du Canada. Alors, il faut savoir jongler avec ça. Et là, quand on a le gouvernement fédéral qui dit qu'il va y avoir 500 000 personnes immigrantes par année, on peut être d'accord ou pas, mais il faut voir quel poids relatif ça amène au Québec là-dedans et comment on peut s'assurer que même s'il y a 2 paliers de gouvernement qui se mêlent de l'immigration au Québec, et c'est correct, les gens qui font le choix du Québec, qui placent leurs espoirs d'avenir au Québec, ne devraient pas faire les frais de chicanes constitutionnelles. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Je regrette de le dire, mais les gens qui décident de s'établir à Montréal ou à Vaudreuil, je vais prendre un exemple, s'ils prennent leur voiture puis ils font 30 à 35 minutes de voiture vers l'ouest, je te dis pas que leur vie va être plus agréable parce que le Québec, c'est fantastique, mais elle risque d'être plus simple en termes de processus d'immigration. Et ça, c'est complètement acceptable, inacceptable. Là, je te parle même pas que si on est à 45 minutes aussi au sud des États-Unis. Donc, tu sais, on est dans un environnement extrêmement compétitif pour les talents. Et moi, je trouve qu'on s'enfarge beaucoup dans les fleurs du tapis là-dessus. Premièrement, est-ce qu'on peut arrêter de parler de la foutue question des seuils d'immigration? C'est une mesure qui est un ramassis de raccourcis. Premièrement, le chiffre qui est véhiculé, que ce soit 35 000, 60, 100 000, il y a un paquet d'exclusions là-dedans qui fait en sorte que c'est même pas ça le vrai chiffre. Fait que quelqu'un qui dit « je veux m'intéresser à l'immigration, j'ai 2 minutes, qu'est-ce que tu pourrais me dire? » Parler des seuils d'immigration, c'est mettre la personne dans un cul-de-sac, ça donne absolument rien. Ce qu'il faut parler, c'est de la capacité d'intégration au Québec. Donc, il y a une volonté d'accueillir des immigrants au Québec. Il y a une volonté d'en accueillir davantage en région. Pour avoir visité toutes les régions du Québec, c'est quelque chose qui ressort pour moi de façon évidente. Mais c'est quoi la capacité d'intégration? Par rapport à la disponibilité des logements, des services de garde, des infrastructures sportives et culturelles, des places dans les cours de français, parce que oui, on veut que les gens parlent français dans la grande mesure du possible. C'est ça qu'on veut, nous aussi, la communauté d'affaires. Mais en ce moment, on a des données ici et là, mais on ne met pas tout ça ensemble pour dire, exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, avec les capacités actuelles d'infrastructures que je viens de mentionner, combien on peut accueillir de gens? Combien on peut accueillir de gens à la Pocatière dans les 3 prochaines années? La réponse, c'est-tu 25 ou 2500? 2500, ça me surprendrait. Disons 250. Alors, on devrait prendre ces chiffres-là par région, les additionner, et vous allez voir que le chiffre qu'on va avoir va être beaucoup moins un chiffre de game politique que ce qu'on retrouve en ce moment. Donc, ça, c'est une dimension qui est importante. Fait que oui, nous, l'immigration, c'est oui en français, oui en région, en nombre suffisant, puis à l'intérieur de 6 mois d'attente. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des délais qui sont inacceptables en ce moment. Fait que ça c'est un des leviers majeurs pour la pénurie de main-d'œuvre, mais
encore là, ça fait 5 minutes que je t'en parle, mais ça compte peut-être pour 20-25% des enjeux de pénurie de main-d'œuvre qu'on a en ce moment, parce qu'il y a d'autres solutions que je t'ai mentionnées précédemment. Et c'est intéressant que tu en parles. Et dis-moi au final, qu'est-ce qui bloque un petit peu peut-être ces avancements-là? Est-ce que c'est purement politique? Parce qu'on le voit, il y a des organisations en ce moment qui pourraient tellement bénéficier, et j'en fais partie, d'avoir plus de talent de l'externe. Et malheureusement, des fois, ou heureusement, on laissera les gens décider, ça oblige les organisations à aller ouvrir des antennes ailleurs, là, et de perdre une certaine partie de sa richesse, d'avoir moins d'impôts qui vont être payés. Donc, quel est le gain à mettre autant de freins à ce discours et cette discussion-là politique sur l'immigration? Ben moi, j'entends souvent des gens dire qu'il faudrait dépolitiser le processus de l'immigration. On peut le souhaiter, mais ça n'arrivera pas. Dans tous les pays, c'est une discussion incontournable. Écoute, regardez les journaux français, américains. C'est un sujet qui est éminemment politique parce que ça réfère à l'identité nationale, ça réfère à la transmission de la culture, à l'égalité des chances pour les citoyens. Donc, c'est nécessairement politique. Moi, ce que je dis, c'est qu'on devrait avoir le plus de chiffres, de tableaux Excel possible pour diminuer l'influence politique. Mais après ça, ça reste un choix politique. Puis vous savez quoi? Un choix politique, ça veut dire qu'il y a des élections pour régler ça. Alors, il y a des gens qui peuvent avoir des postures X, Y, Z. Si on n'est pas content, ben, on élira d'autres personnes. Donc, la question qu'on a au Québec qui est problématique, c'est la question des... c'est la question qui n'est pas problématique, mais qui est une réalité, c'est la question du français. Donc, on est dans un territoire extrêmement unique qu'on doit protéger. Alors, tu sais, s'il y a un message que je veux dire aujourd'hui, c'est que la communauté d'affaires, on est en faveur de la protection du français. Toujours des mauvaises langues pour dire le contraire. Ceci étant dit, il n'y a rien d'absolu dans la vie. On ne peut pas se priver de talents exceptionnels qui ont des expertises uniques qui arrivent au Québec et on ne peut pas les exclure parce qu'ils ne parlent pas français. On peut créer des conditions ensuite pour qu'ils l'apprennent rapidement. Et puis, une des conditions pour apprendre le français rapidement, je vais vous dire, c'est quoi? Moi, c'est d'aller vivre en région. Vous allez voir que quand on amène des gens, justement, moi, je viens de Lévis, dans le Bas-Saint-Laurent, en Abitibi, tu sais, par la force des choses, par osmose culturelle, on apprend la langue. Alors, moi, je pense qu'il faut donner plus d'amour à nos régions au Québec, à les faire connaître à l'international. On veut que tout de suite les gens qui sont en Afrique francophone, qui sont dans d'autres pays du Maghreb, connaissent déjà, alors qu'ils sont encore là-bas, les opportunités dans les différentes régions du Québec, plutôt que de toujours nécessairement passer par Montréal, par exemple. Sûr. Mm-hmm. Ben, même nos confrères français, je pense que c'est pas tellement facile non plus pour eux de venir s'installer à Montréal, et il y en a, ou au Québec en général, et il y en a beaucoup qui veulent le faire. Donc, effectivement, c'est un point qui mérite discussion, mais tu vois, dès qu'on ouvre la discussion un petit peu, ça donne des idées, ça donne des questionnements. Parlons-en d'ailleurs de la francisation. J'ai cru voir que vous avez un mandat clair du gouvernement pour venir aider les membres de la FCCQ. Vous avez des budgets que vous allez être capable d'injecter aux entreprises pour faciliter un petit peu, encore une fois, je le répète, la francisation dans les organisations. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus? On a plusieurs actions, effectivement, je dirais, au Québec, au Canada et à l'international pour faire valoir l'importance du français comme outil de développement d'affaires. Donc, au Québec, effectivement, c'est la valorisation de l'immigration en français en région. Donc, on est très vocal là-dessus. Mais on a aussi décidé de créer une alliance au Canada qui s'appelle l'Alliance pour la francophonie économique canadienne, donc l'AFEC, qui existe depuis janvier dernier, et ça rassemble des organismes économiques francophones pour mieux faire connaître les opportunités d'affaires en français au Canada. Alors, on a 4 membres fondateurs, donc nous, la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario, le Conseil de développement économique de l'Alberta et le Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Et on vise à avoir un représentant par province et territoire partout au Canada. Et donc, on veut amener les entrepreneurs d'une province X à des événements dans une province Y. Donc, mieux faire connaître la communauté francophone au Canada. Et mieux faire connaître aussi la vigueur ou l'importance de la vigueur des échanges Est-Ouest aussi. Tu sais, pour les amateurs d'histoire, on se rappellera que le Canada a été créé
justement dans une perspective d'échange entre l'Est et l'Ouest. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la création du chemin de fer et que cette nation-là s'est étendue comme ça. Mais rapidement, on est devenu dans un axe nord-sud où on s'est mis à focusser sur les États-Unis, qui est évidemment un plus gros marché, mais il y a des opportunités vraiment méconnues, sous-utilisées dans le commerce canadien. Puis on pense que le français, ça peut être un outil de développement intéressant. Donc ça, c'est au Canada. Puis à l'international, ben en fait, on veut passer d'une posture défensive à une posture offensive. Donc, vous savez, au Québec, on a 3 sports nationaux, là, parler du hockey, parler de la météo, puis parler de la situation du français. Mais le français, dans le reste du monde, vit une tendance inverse à ce qu'on voit au Québec. Donc, le français est une langue que le vent dans les voiles à l'international. Premièrement, c'est la 3e langue d'affaires au monde. Donc, statistique largement méconnue, c'est une des seules langues qui est présente sur tous les continents. Ça correspond à 16,5% du PIB mondial. Donc, 16,5% du PIB, les échanges se font en français. Puis évidemment, la croissance de la population, largement due à l'Afrique, est vraiment importante aussi. Donc, en ce moment, il y a à peu près 325 millions de locuteurs. On se dirige, avec les tendances démographiques actuelles, à près d'1 milliard en 2065. Alors, moi, je dis souvent aux entrepreneurs, les gens qui peuvent se permettre de passer go à étudier une opportunité d'affaires pour un marché d'1 milliard, on a peut-être qu'on se reparle de votre pif en affaires, parce que je pense que c'est un marché qui est sous-utilisé. Puis dans le marché africain, entre autres, qu'on pense aux ressources naturelles, qu'on pense à la transformation alimentaire, qu'on pense au tourisme, il y a plein de choses à faire. Alors oui, réussir aux États-Unis, c'est important, puis think big, comme disait l'autre. Mais le marché francophone, il est méconnu, puis je pense que c'est un outil de développement économique. C'est pas juste un réflexe de protection puis de survie d'une langue en Amérique. Et d'ailleurs, tu as été invité à Boston, à l'université, la célèbre université d'Harvard, pour parler de la croissance via la francisation. Est-ce que nos confrères américains, eux aussi, ils voient un vecteur de croissance intéressant avec le français? Bien, effectivement, en avril dernier, on est allé faire une présentation au département d'études francophones là-bas parce que il s'est développé une expertise sur justement le français dans un contexte minoritaire, comment ça peut être un outil de développement. Puis on se rappellera qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e, il y a plusieurs centaines de milliers de Québécois qui sont partis travailler en Nouvelle-Angleterre parce qu'il n'y avait pas d'emploi ici. C'est difficile à croire, mais donc il y a une communauté francophone qui est encore active là-bas et l'université mentionnait qu'il y a un regain récemment de cette importance-là de protéger ces racines-là. Et on voulait aller parler de ça parce qu'on veut expliquer aussi aux entreprises américaines que pour conquérir eux aussi le marché francophone, le marché africain, la France, le Québec, c'est un très bon tremplin justement parce qu'on a l'avantage évidemment de partager la même langue qu'eux, mais en même temps on partage la culture américaine évidemment de façon importante. D'ailleurs, c'est Jean-Marc Léger dans son livre le Code Québec. Le Code Québec qui mentionne un peu ce que sont les Québécois. Moi, j'adore ça. C'est les Québécois est quelqu'un qui parle français, qui vit dans un système anglais puis qui rêve à l'américaine. Donc, ces trois expertises-là, on les a chez nous, mais ça demeure sous-utilisé. Alors, on est allé leur dire directement à Boston. Ben, c'est tellement vrai. C'est également l'inverse aussi avec beaucoup d'organisations françaises qui souhaitent faire une percée en Amérique du Nord, spécifiquement aux États-Unis. Très souvent, ils vont vouloir passer par des collègues, des partenaires, des agences canadiennes pour aller s'intégrer de l'autre côté du continent. Donc, effectivement, on est dans un environnement stratégique, on pourrait dire ça comme ça, où est-ce qu'on est au milieu de plusieurs sphères économiques qui essayent de percer le marché l'un et l'autre. Ils ne savent pas nécessairement par où commencer. Le Québec peut être un point d'entrée intéressant. Et si on regarde peut-être un petit peu la réflexion, le raisonnement des gens en Nouvelle-Angleterre qui disent qu'il y a un regain de vie au niveau du français. Moi, ma question pour toi serait la suivante. On attribue ça à quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'au moment où on se parle, partout dans le monde, où est-ce qu'un peu de français, c'est davantage sexy, mais au Québec, ce l'est moins? On attribue ça à quoi? Je suis pas certain que ça l'est moins au Québec. Je pense que il y a des gens qui ont peut-être... Si on entend nos politiciens, ça l'est beaucoup moins.
Oui, mais dans la rue, encore une fois, quand on va en région, tu sais, la question se pose pas. À Montréal, c'est certain qu'on a un certain nombre Bien sûr. d'enjeux, puis c'est pour ça qu'on a des nouvelles lois, entre autres, qui va venir, je pense, aider à la situation. Mais il y a un peu un réveil identitaire aussi qui se passe, je pense, dans plusieurs régions du monde. Tu sais, on se rend compte des fois que la globalisation, c'est pas la réponse à tout. Alors, moi, je suis tout à fait favorable à ça. Faut pas tomber, par exemple, dans le nationalisme excessif. Et ça, c'est toujours ce qui guette parfois les groupes minoritaires qui veulent prendre une certaine expansion. Est-ce que ça peut se faire justement par une meilleure transmission de la culture, de l'histoire, mais pas nécessairement par des comportements qui portent à des conflits. T'sais. Donc, le Québec, on a vraiment une position privilégiée parce que la langue, elle est sous pression, mais elle est quand même solide. Là. Je veux dire, Bien faut sûr. quand même se dire qu'on a une position solide, qu'on doit défendre dans un océan anglophone, mais dans un océan d'opportunités quand même. Alors, c'est pour ça que nous, on parle de la protection de la langue française, on est effectivement en accord, mais on peut protéger sa langue maternelle sans... Et puis, on peut faire la promotion du bilinguisme et du trilinguisme en même temps. Alors, c'est pas vrai que Hmm. juste parler une langue, c'est meilleur pour le développement des affaires qu'en parler deux ou en parler trois. Il faut être Bien réaliste sûr. aussi. Puis, oui, tu dis c'est sûr, mais dans le débat politique, souvent, on l'entend pas. Pour plusieurs Hmm. organisations, s'il y a personne qui parle anglais, espagnol ou mandarin, ben ça marchera pas. Alors, tu sais, Ben oui. faut reconnaître ça aussi, et d'où l'importance d'avoir une certaine flexibilité pour recruter des talents. Parce qu'il faut pas oublier que, tu sais, le Canada, oui, c'est le reste du Canada, c'est nos amis, tout ça, mais en même temps, il y a des entreprises en Ontario qui se spécialisent à venir mettre le trouble, hein, au Québec pour recruter les gens en leur disant, ben, venez-vous-en. Premièrement, l'immigration, ça va être plus simple. Deuxièmement, vous allez avoir moins de police de ci, moins de police de ça. Les taxes à la marge, les taxes sur la masse salariale sont moins élevées en Ontario qu'au Québec. Ouais. Donc, ce discours-là, il existe aussi. T'sais. Évidemment, ils font pas la nomenclature de tout le filet social et de tous les avantages Bien sûr, qu'on bien a. sûr. Alors, faut être vigilant là-dessus. Mais faisons attention de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Alors, oui aux Français en affaires, mais oui à l'ouverture au monde, puis au bilinguisme, puis au trilinguisme aussi. Bien sûr. Et dis-moi, à quoi on peut s'attendre avec la FCCQ pour les 12, 24, 36 prochains mois? Parce qu'il semble y avoir beaucoup de projets que vous voulez mener à terme, là. On va se pencher beaucoup sur l'occupation du territoire et la réussite des entrepreneurs qui choisissent d'occuper le territoire. Alors, je m'explique. Euh, c'est difficile de se promener au Québec. Donc, on parle beaucoup de projets de transport collectif à Montréal et à Québec. Le transport interrégional au Québec est un problème. On est un très grand pays. Le Canada, le deuxième plus grand pays au monde. Le Québec est immense. C'est 6 ou 8 fois la grandeur de la France. Mais se connecter entre les régions, c'est difficile. Alors, ça rend le commerce plus difficile. Ça rend le déplacement des gens plus difficile. Donc, on a des enjeux, oui, de transport, d'infrastructures routières, de transport aérien régional. Donc, on doit améliorer ça parce que comment voulez-vous que les gens choisissent une région s'ils ont de la difficulté à y accéder, si les Bien sûr. investisseurs ont de la misère à s'y rendre? Alors, on va être très, très actifs là-dessus. Un autre point qui est important pour nous, c'est la transition énergétique. Donc, on veut que les PME se relèvent les manches et contribuent eux aussi à la décarbonation de nos activités. Alors ça, c'est un changement de paradigme si on se reporte à peut-être il y a 20-25 ans dans les organismes économiques. On veut vraiment, comme on dit, walk the talk sur ce point-là. Donc, on a lancé récemment un guide de décarbonation des entreprises pour expliquer aux PME comment concrètement diminuer leur empreinte carbone. On veut être très, très, très vocal là-dessus aussi. Et on veut, si on regarde plus sur l'international, j'ai parlé de la francophonie, mais de façon générale, on veut que les Québécois réussissent encore plus à l'étranger. Donc, on veut continuer d'allumer et de créer l'étincelle chez plusieurs entrepreneurs pour qu'ils décident d'exporter leurs idées et leurs innovations à l'international. Alors ça veut dire, entre autres, maximiser l'utilisation des différents accords de libre-échange qu'on a. T'sais, on a un accord de libre-échange avec les États-Unis qui a été revu il y a quelques années, qui fonctionne bien.
Mais on en a d'autres qui sont largement sous-utilisés. Je pense à celui entre le Canada et l'Union européenne, où on a été les premiers avec M. Charest à l'époque, M. Johnson comme négociateur, à vouloir cet accord-là. Plusieurs pays de l'Union européenne s'objectaient. Finalement, on a eu un accord. Et la réalité aujourd'hui, plusieurs années plus tard, c'est que ce sont les Européens qui profitent plus de cet accord-là que l'inverse. Pourquoi? Mystère. Mais je pense aux producteurs de fromage français versus aux producteurs de fromage québécois, par exemple. Il y a une disproportion impressionnante d'utilisation de cet accord-là. Alors nous, on veut mieux faire connaître ça aussi. Donc, des activités pour mieux faire connaître les régions, des activités pour mieux faire connaître le Québec dans le Canada, puis mieux faire connaître les opportunités à l'international pour les entreprises québécoises. Alors, vaste programme. Beaucoup de projets, effectivement. Et si je termine avec des petites questions personnelles pour toi, Charles, dis-moi, est-ce que tu es un amateur de lecture? Et si oui, quels livres ont marqué ton imaginaire au niveau du monde des affaires? C'est une excellente question. En fait, la lecture, c'est mon passe-temps favori, je te dirais. Donc, ça fait plaisir que tu me parles de ça. Moi, je suis un amateur, évidemment, de beaucoup de littérature aussi. Alors oui, à la lecture reliée au monde des affaires, mais pas que ça. Je pense que c'est important de se diversifier et puis de changer les idées aussi. Puis j'aime beaucoup aussi les essais historiques, politiques. Je te dirais que cet été, j'ai lu 2 livres que j'ai trouvés exceptionnels. Un sur justement l'histoire des troubles en Irlande, donc les relations entre les catholiques et les protestants, la situation en Irlande du Nord versus l'Irlande. J'ai eu l'occasion d'y aller cet été aussi, donc j'ai joint l'utile à l'agréable, mais bien honnêtement, c'est un des meilleurs essais que j'ai lus de ma vie. Alors, ça s'appelle « Say Nothing » de Patrick Radden Keefe. Et vraiment, là, en 400 pages, on fait le tour de la situation historique, politique et religieuse de l'Irlande. C'est fou comment on a des parallèles à faire avec notre contexte géopolitique, mais aussi notre contexte religieux, tu sais, par rapport à la séparation de l'Église et de l'État, les conséquences de ça, puis le passé irlandais de beaucoup de Québécois aussi. Puis je te dirais, encore une fois, je pense que c'est important de lire de la littérature aussi. J'ai terminé récemment un nouveau roman d'un Québécois, son premier roman. Puis j'incite vraiment les gens à lire ça. Ça s'appelle Le Conte est bon, de Louis-Daniel Godin, aux éditions La Peuplade, une maison d'édition d'ailleurs à Saguenay. Important aussi que les maisons d'édition, il y en a un peu partout au Québec. Et moi, je pense que ça va être un des meilleurs romans québécois de l'année. Là. Donc, vraiment très, très intéressant sur l'adoption, puis les conséquences d'adoption, mais dans une langue vraiment, vraiment renouvelée là, que j'ai beaucoup adoré. Intéressant. Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu? Oui, beaucoup aussi. OK. Qu'est-ce qui marque ton imaginaire? Ben, j'aime beaucoup la France, en fait, dans les podcasts. Donc, je suis beaucoup de balados qui portent sur la politique française, évidemment, mais aussi sur les grands personnages. Et je dois dire que la France a beaucoup de moyens, évidemment, en termes médiatiques, donc produit beaucoup de choses. Moi, j'invite les gens à télécharger l'application de Radio France, qui regorge de balados, là, vraiment intéressantes. Et il y a une série sur France Inter où, en 10 épisodes, donc c'est quand même volumineux, on trace le portrait de grands personnages qui ont changé l'histoire. Je pense entre autres je sais pas si a changé l'histoire, mais en tout cas, il y a une série en 10 épisodes sur Jean-Marie Le Pen. Et moi, j'invite les gens à aller écouter ça pour mieux comprendre justement la croissance de la droite et de l'extrême droite en France. Il y en a un autre aussi sur le maréchal Pétain. Donc, tu sais, la situation de la Deuxième Guerre mondiale explique tellement de choses dans les comportements des Européens, alors qu'ici, on a une vision un peu plus sur, évidemment, la contribution canadienne, mais pas sur l'ensemble du monde. Alors, 10 épisodes sur le maréchal Pétain. Et puis, mon plaisir coupable, ça s'appelle Affaires sensibles. Donc, c'est un balado avec Fabrice Drouel qui raconte un paquet de procès puis d'histoires un peu nébuleuses ou litigieuses qui ont eu lieu en France, mais c'est narré comme un récit, puis c'est narré en direct. Donc souvent même, l'animateur s'enfarge, mais c'est vraiment très, très près de la réalité. Puis moi, j'adore ça. J'écoute chaque épisode à toutes les semaines. Mais écoute, ça nous donne beaucoup de suggestions pour nos éditeurs. Et je terminerai. Routine, à quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail? Écoutez, moi, j'aime beaucoup, encore une fois, j'aime beaucoup la culture. Donc, pour moi, aller au théâtre, aller au cinéma, lire, ça fait partie
c'est pas juste pour le plaisir, ça fait partie de la routine d'hygiène de vie, vraiment de se vider la tête, de me changer les idées, la course aussi. Puis les amis, tu sais, vraiment de prendre soin des gens autour de nous. Pour moi, c'est super important. Donc, esprit sain, corps sain, là, c'est pas juste un bon tagline, c'est ce qu'on essaie de faire à tous les jours, dans la mesure du possible. Ceci étant dit, il y a quand même beaucoup d'actions. Fantastique. Charles Milliard, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si on veut en apprendre un petit peu plus sur la FCCQ, meilleur endroit pour vous rejoindre? fccq.ca ou sur nos réseaux sociaux. On est très actifs sur LinkedIn et X, entre autres. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Charles, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.